Bonjour, bienvenue dans Bamray Conseil. Aujourd'hui, on va avoir une émission forte en émotions avec une invitée, Rostan Saïd Nata. Rostan, j'ai toujours un problème avec les noms, je suis désolée, alors tu le diras mieux que moi. Rostan Saïd Nata. Voilà, merci. Bienvenue. On dit comment en cambodgien? Comment on dit bonjour en cambodgien? Oui, alors ça on fait, ça a marché. Ça veut dire bonjour. Merci d'être là. Donc Rostan, toi tu nous viens du Cambodge et tu viens nous raconter une histoire qui est émouvante puisque tu es survivante du camp de travaux forcés sous le régime Khmer Rouge. Exactement. Et tu as fait un film, tu es la réalisatrice de ce film. Oui, qui s'appelle L'important, c'est de rester vivant. Quand on est au bas-fond de la mort, de la vie, l'important c'est de rester vivant. Une fois qu'on est vivant, on se bat pour la justice et pour la liberté. Très bien. Merci pour ce message d'espoir. Je dédie ce film à ma fille, Charlène, qui vit quelque chose de difficile ce matin. J'avais même oublié de le lui dire. Donc, plus force et puis ça va bien se passer. Donc, bonjour aux téléspectateurs de la Guadeloupe, de la Guyane, du monde, hein, puisque nous sommes sur Internet aussi, au Luxembourg, à Paris et puis en Belgique. Donc, peut-être même au Cambodge, hein, puisque sur Internet, ça se... Ils sont en train de lutter aussi, là-bas. Il est quelle heure là-bas? 12 heures de décalage, donc il est 9 heures là-bas, 9 heures du soir. Voilà, ils vont presque se coucher. Avec toi, Karine Mousseau. Bonjour Karine. Bonjour. Merci d'être là. Donc Karine, tu es conseillère municipale. Au François, dans la commune. Voilà. Et tu mènes un combat qui est... Oui, je mène un combat politique et puis cette cause dont nous allons parler là aujourd'hui, c'est vrai que c'est un de mes combats. Il y a plusieurs titres, j'expliquerai tout à l'heure pourquoi justement. D'accord, merci Karine d'être là. Alors, Nathalie Poitvin. Bonjour Nathalie. Donc toi, tu viens en tant que représentante de l'association Lamvi. Oui. Fabienne, tu as passé le relais, le flambeau. On essaie de travailler ensemble, donc si je peux la soulager un petit peu en faisant quelques interventions, c'est avec plaisir. Donc on fait un gros bisou à Fabienne qui, elle est toujours là et elle se bat. Grâce à Fabienne, on a porté devant la scène un tabou, des secrets, des mots cachés. Oui, hein? Ça ne fait que commencer. Ça fait... Alors toi, tu viens parce que tu viens nous parler des pervers narcissiques. C'est la grande mode. Manipulateurs. C'est la grande mode, ils existent depuis toujours. Après, il s'agit pour nous de les identifier au plus vite pour éviter les catastrophes familiales que ça engendre. Et puis, je viens surtout représenter l'AMVI, Association Mille Victimes d'Inceste, et pour présenter le travail qu'on fait et qui, j'espère, apporte beaucoup de choses positives aux membres. D'accord. Alors, l'AMVI, c'est Association Mille Victimes d'Inceste. Et une victime d'inceste. Voilà. Mais il faut savoir que dans l'organisation même de l'association, on ne reçoit pas seulement des victimes d'inceste. Donc il y a aussi des victimes de viol, que ce soit un viol dans l'enfance ou à l'âge adulte. Et l'action principale, c'est un groupe de parole qui permet aux gens justement de s'exprimer en toute sécurité et de leur offrir un espace sécurisé où elles peuvent parler et être enfin entendues. D'écoute, c'est pas parler à une copine qui peut parler, c'est pas tiens B, ça caille venir, ça caille aller. Ce sont des professionnels. Voilà. D'accord. Merci Nathalie. Sylviane Bourrois-Eustache, merci. Bonjour, merci d'être là. Donc Sylviane, toi tu es la coordinatrice de SVS Stop aux violences sexuelles. C'est une association nationale de l'Hexagone qui est en train de se mettre en place en Martinique et qui porte un projet de santé publique. Donc c'est vraiment une association qui a été créée par des médecins et dont le but est vraiment de quantifier, de mesurer et pour pouvoir apporter des solutions durables aux victimes. Alors tu m'as donné à lire un livre, hein, c'était un pensum, Stop aux violences sexuelles. Écoutons donc ces corps qui parlent, mais c'est incroyable. Oui, alors quand on ne peut pas s'exprimer, quand on a les personnes qui ont été victimes de violences, la première chose, c'est la parole, elle est difficile. Et quand on n'a pas cette possibilité de parler, de s'exprimer, eh bien le corps, il dit. Il parle. Il parle, il dit toute cette violence, il dit toute cette incompréhension, il dit toute cette tristesse.
Donc, ce sont les maladies. Malheureusement, ce qui se passe, c'est que ce n'est toujours pas entendu et les choses se chronicisent. On va vers des maladies chroniques qui durent longtemps. Et ce qui est bien, c'est que ce livre est écrit par le docteur, je suis désolée. Violaine Guérin. Merci. Qui est présidente de l'association. D'accord. Et docteur Violaine Guérin est médecin. Oui. Elle est gynécologue, endocrinologue. Voilà. Et alors, je vais te laisser lire en page 17 ce qu'elle dit à ses confrères. Pourquoi elle a écrit ce livre, justement. Tu nous dis, bon, tu verras. Je suis désolée, j'ai oublié mes lunettes. Alors, la page 17. Tu as vu vers le bas, elle dit, j'ai écrit ce livre pour permettre... Pour nous aider à comprendre comment le corps nous parle, j'ai choisi de présenter un certain nombre de situations cliniques à manifestations endocriniennes ou gynécologiques qui feront l'objet d'explications médicales détaillées permettant de faire le lien avec le traumatisme initial. Dans un second temps, j'expliquerai comment un même traumatisme peut s'exprimer différemment tout au long de la vie et comment, de mon point de vue, les hormones peuvent contribuer à ces différents modes d'expression. Voilà. Vas-y, je parlerai ensuite du travail que les patients doivent réaliser pour envisager la guérison de leur maladie et de leur traumatisme en donnant ma vision des mécanismes qui empêchent souvent les patients de faire le lien entre leur pathologie et le choc qu'ils ont vécu. Enfin, je m'attacherai à proposer des solutions pour stopper toute cette violence qui contribue à la destruction des êtres humains et à notre société. Voilà. C'est très important son travail et c'est une femme engagée, c'est une femme de cœur et elle a très bien compris à partir de sa pratique de gynécologue, elle a très bien compris toute l'importance de relever, de quantifier, de mesurer et d'apporter des solutions. Et elle dit aussi que ce serait bien que les médecins généralistes, que d'autres médecins soient formés, parce que ce sont les premiers qui voient les femmes, qui voient les enfants, qui les rencontrent, les pédiatres et tout. Et très tôt, le corps s'exprime par des silences, par des psoriasis, par des vitiligo, par... diabète, oui, des maladies de peau, le diabète, le surpoids, les addictions. Les addictions, vraiment. On a tout un panel. Et le docteur Violaine Guérin sera bientôt en Martinique, en octobre. Et nous avons prévu, bien sûr, la prévention d'abord, mais nous avons prévu la formation de tous les professionnels de santé et du secteur social. Très bien. Vraiment, c'est très important. Rochane, tu as écrit, tu voulais rebondir, tu voulais dire quelque chose? Non, ça va? D'accord, alors je vous rappelle que nous sommes en direct, que vous pouvez téléphoner, participer à l'émission au 05 96 71 27 07. Donc on va continuer. Rochane, qu'est-ce que tu penses toi de ce que dit le docteur Guérin quand il dit que le corps parle, toi qui es une survivante? Le corps parle bien sûr parce que tout ce qui reflète de notre personnalité après toute cette violence, je pense que notre passé a fait aussi quelque chose là-dedans. Je pense que tous les peuples qui ont subi un génocide ou toute victime de violence dans la vie se dégage par-dessus. Et pourquoi on retrouve tous les problèmes dans des pays qui ont connu la colonisation, par exemple, et continuent toujours à avoir des problèmes, des catastrophes pas possibles? C'est parce qu'il y a eu une longue histoire de massacres derrière. Voilà. Même si après des générations après, si on ne fait pas je dis le mot très clair, si on ne fait pas un procès là-dessus, la page ne sera jamais tournée. D'accord. Voilà. Et alors, je réclame le procès. Hein. Tu réclames le procès. Alors, parle-nous de toi en tant que survivante. Cette histoire, elle se déroule, c'est le camp des Khmers rouges, et tu as été condamnée aux travaux forcés. Oui. L'histoire, c'est dans la date, c'est 75-79. Hein?
Exactement. Qui a fait combien de millions de morts? Parce que c'est pas vieux, 75, 79. Non, je suis encore vivant aujourd'hui, donc c'est seulement une... Voilà, c'est 75, 79, ça fait une trentaine d'années, même pas. Une trentaine d'années, j'avais entre 6 à 10 ans. Je suis née dans une famille tranquille, aisée, avec tout ce qu'il fallait. Et puis tout d'un coup, le système communiste Khmer Rouge a mis toute la population de tout le pays dans un état primitif, hein, c'est-à-dire tout le monde n'avait plus le droit de vivre dans une maison, aller vivre dans des champs, dans la forêt, à avoir qu'un seul habit et puis travailler le champ du matin au soir avec un bol de bouillon de l'herbe, des herbes même, parce qu'ils interdisaient de manger correctement pour nous déshumaniser. Ils interdisaient toute pensée, toute discussion entre humains et séparer les familles. Les enfants devaient travailler à part, on ne voyait que des enfants avec un chef, des femmes à part, des hommes à part. On n'avait pas droit de... Une déshumanisation totale. Voilà. Et donc, par expérience d'enfance, quelqu'un qui vient de connaître, de repérer qu'est-ce que c'est la famille, parents, repère social, le bien, le mal, le matériel, parce que c'est... un lit, une table... voilà, les études. Et tout d'un coup, tout n'existe plus. Et on disait que les parents, notre vrai parents n'étaient plus notre parents, c'était le système, l'encart, l'organisation. Donc on se posait la question pour les enfants. Qu'est-ce que c'est les vrais parents? Et oui, on voit dans la pyramide de Maslow les premiers besoins, boire, manger, se vêtir, des parents. Quand tout ça n'existe pas du jour au lendemain, c'est terrible. Comment on se remet de le jour au lendemain, on voit qu'ils ont jeté l'argent, le monnaie, les billets par terre, alors qu'avant, je voyais mes parents se battre pour travailler, pour gagner de l'argent. Aujourd'hui, je peux dire que tout matériel peut partir en un clin d'œil. Bien sûr. Et donc, mais par contre, si on est vivant, on peut avoir tout ce qu'on veut plus tard si on se bat. D'accord, on va voir un extrait de ton film, puisque tu as réalisé un film. Oui. En quelle année tu l'as réalisé? Oui, c'est en 2009. Hein. En 2009. Oui, mais c'est un film qui commençait depuis 2004, hein, l'interview, tout ça. Tu vas nous expliquer. Donc l'important, c'est de rester vivant. Là, on voit un petit... On n'a pas le film? Ah, si. Le dernier village où nous avons vécu sous les Khmer Rouges s'appelle Phumrom. Alors que l'armée vietnamienne occupait déjà une partie du pays, le chef du village nous a ordonné de creuser une fosse par famille derrière nos huttes. Nous nous sommes retrouvés à creuser nos propres tombes sur l'ordre de l'encart. L'important, c'est de rester vivant. Nous avons décidé de fuir dès que l'occasion se présenterait. Et par une nuit sans lune, nous nous sommes échappés. Aujourd'hui, nous retournons à Phumrom pour la première fois depuis 30 ans. Ui, bột cà trắng à. Ui, bị bồn rồi. Sân đó to đấy. Ôi, trong chụp ấy. Cảm ơn cái đa tam nó của bài là hôn. Cảm tới.
ដល់ឃើញផ្កាអញ្ចឹងបើនឹកឃើញពីមុន xe lọt thơ stone bộ mát stone nơi mà đông là ngày mau bị chữ bên cái ơi stone này mà đông ភូមិហ្នឹងភូមិមីង Mình cua មីងគួ cha có mình cua ដីពូទូស្លាប់ ចា ពូទូគេបោះនេះនៅទៅនេះប្រចាំ cũng thay ណា cha ភូមិនេះផ្ទះនេះដល់ទៅហ្នឹង cha នេះអូសំណោះគាត់ đã chẳng nó thành trắng ដូចផ្ទះហ្នឹងមកណា nhưng nơi đảo phun kìa thì đang chữ thì dương bị đảo mới nè nèផ្ទះទូចដដែលមកអត់ដូរសោះ ផ្ទះនឹងដដែលយើងនៅផ្ទះហ្នឹងឯង ដដែលមកអើយវាដូរបន្តិចចឹង chụp nằm tí chứ Rosanne, donc c'était très émouvant de revoir. Donc raconte-nous pourquoi tu as réalisé ce film et parle-nous de ton association. Oui. Pour l'extrait du film de tout à l'heure, c'est vraiment la partie de la fin de mon film, qui est la partie où je retourne vers le lieu où les Khmers rouges nous ont internés pendant le moment où je devais faire les travaux forcés, où j'étais séparée de mes parents. Donc la hutte que vous avez vue tout à l'heure, c'était la hutte des Khmers rouges qui nous ont mis dedans. Tous les enfants. Voilà, avec vous étiez beaucoup combien d'enfants. À peu près on était dans tout le village, c'est-à-dire tous les enfants, une centaine. Dans la petite hutte? Non, non, pas dans la petite hutte, il y a plusieurs huttes. Hein, il y a plusieurs huttes et les parents pouvaient venir nous voir une fois par an à la saison de mousson où ils devaient planter le riz dans les rizières. Voilà. Et donc, avant l'image que vous avez vue,
vous voyez l'émotion que j'ai vécue en direct vraiment de la découverte sur le lieu du drame. Avant cette image-là, avant ce moment de film, je faisais complètement le déni de mon passé. Je voulais vivre normalement comme tout le monde. Je n'ai pas envie de raconter mon histoire. Personne ne connaissait ce que j'avais vécu pendant cette période. Pourquoi? Parce que je ne voulais pas qu'on me prenne pour une anormale. Ou une botte people, ou qu'on mette des... Voilà, alors que... Voilà, être stigmatisé. J'avais honte aussi de ce que j'ai vécu. Voilà. Et donc... pourquoi cette époque-là? Et je retourne avec ma mère et ma fille. Ma mère, à l'époque du massacre Khmer Rouge, elle avait mon âge pendant que je tourne le film. Oui. Et j'ai une fille qui avait mon âge que j'avais à l'époque du travaux forcés. Et c'est très important de retourner tous les trois. Pour moi, c'est comme si ce que les Khmer Rouges ont pris de ma mère, sa vie de femme, elle était en pleine gloire de réussite professionnellement, en pleine beauté en tant que femme. Très belle femme. Très belle. Et elle a tout perdu. Vous savez que pendant la période Khmer Rouge, les femmes qui n'avaient rien à manger à cette époque, elles n'ont même plus leurs règles. Oui, voilà. bien sûr. Donc, elle n'est plus une femme depuis. Et le fait de me voir faire un film sur sa vie, sur notre vie, au fait, c'est comme si elle me voit la continuité de sa vie de femme. Et puis moi qui n'ai pas connu mon enfance, je vois ma fille vivre la vie que je n'ai pas connue. Donc tous les trois, ma mère, ma fille et moi, nous formons une seule vie, un bout enlevé par l'histoire, par la guerre. Hein. Voilà. Mais oui, alors tu faisais le parallèle, Sylviane, tu disais que les personnes victimes d'inceste... Voilà, dans nos parcours de survivantes, puisque Rochane le dit très clairement, je suis une survivante, et les personnes qui ont vécu l'inceste, les viols dans leur enfance se positionnent comme ça, ce sont des survivantes. Et l'un des mécanismes importants face au traumatisme, c'est le déni. Et Rochane l'explique très bien. Elle dit qu'elle était amnésique. Elle dit pendant... Je ne voulais pas en parler, je ne voulais surtout pas qu'on le sache, et je ne voulais surtout pas m'en souvenir. Donc on met de côté, loin dans la mémoire, quelque chose qui est tellement violent, tellement choquant, qu'on ne veut pas le savoir. Et puis, elle parle d'une autre phase, on parlait d'amnésie post-traumatique. Il faut vraiment oublier. Et souvent, les survivantes de l'inceste sont dans cette posture-là de l'amnésie. On veut plus se souvenir. Et à un moment, ces souvenirs reviennent de façon brutale. Avec des flashs. Frappent à la porte et disent nous sommes là. Nous sommes prisonniers, nous sommes là. Et maintenant, c'est à cette personne qui entend ses souvenirs de savoir ce qu'elle veut en faire. Et moi, je fais mon film. Et d'autres, il faut qu'ils fassent quelque chose parce que sinon, c'est très lourd. D'où l'importance des associations Et Karine, donc toi, tu es conseillère municipale, tu interviens auprès des enfants, toi aussi, tu as été victime. En fin de compte, c'est vrai que je suis là, je vais dire à triple titre. D'abord parce que je mène un combat politique et je pense qu'il faut aujourd'hui que les politiques en Martinique réalisent qu'on est face à un problème de santé publique en Martinique. C'est un problème, les violences sexuelles sur enfants, incestueuses, etc. C'est un problème qui est, je dirais, grave. Oui, lors de la première émission, l'assistante sociale nous disait qu'elle a 5 cas déclarés par mois. 5. Ah non, mais moi... Mais nouveau, papa. Oui, non, mais c'est un problème qui est tellement grave que je me demande si on n'a pas voulu ne pas le voir parce que... Et c'est d'autant plus un problème de société, comme tu l'as dit tout à l'heure. Un enfant qui vit quelque chose de choquant, je vais dire entre parenthèses, enfin entre guillemets plutôt, qu'on vous vole quelque chose de votre vie.
Si cet enfant-là n'est pas suivi dans sa reconstruction, il deviendra un adulte qui peut-être ne pourra pas donner le meilleur de lui-même. Et qui va reproduire souvent. Et notre société... Pas forcément. C'est ce que dit, qu'on demande comment les auteurs en arrivent là, bien souvent. Oui, parce que ceux-là, malheureusement, bon, il faudrait justement, c'est vraiment quelque chose à prendre en compte, et c'est pour ça que je suis là, pour interpeller les politiques martiniquais qui sont. Moi, je suis qu'une petite conseillère municipale, et c'est vrai que j'apporte ma petite pierre à l'édifice, mon témoignage, et j'irai frapper à leur porte, les sénateurs, au niveau des les écoles et tout, tu interviens. Comment tu interviens et quel message tu fais passer? Justement, la deuxième raison pour laquelle je suis là, c'est que je suis enseignante aussi. Et c'est vrai que par mon témoignage que j'apporte à mes élèves, parce que je leur en parle chaque année, j'ai 150 élèves par an depuis 21 ans, à peu près en moyenne. Je n'ai jamais vécu une année sans qu'il y ait une élève qui soit venue me rapporter un fait de ce type, dont elle n'a pas parlé, parce que parler, c'est très difficile pour un enfant. Mais comment tu les amènes à parler? Comment tu les sensibilises et comment tu les protèges? Parce que c'est ce que les téléspectateurs aussi écoutent. Comment, dans Bas-Brin Conseil, qu'est-ce qu'on dit à un enfant qui a 7 ans, 4 ans, 3 ans? Comment? Alors là, c'est la prévention. Moi, mes élèves ont entre 16 et 19 ans, parce que je suis enseignante au lycée. Donc moi, je me retrouve face à des élèves, des jeunes filles souvent, et des fois des jeunes garçons. Il ne faut pas l'oublier. J'ai beaucoup de témoignages de garçons aussi qui n'ont pas encore parlé, qui n'ont pas encore dit. Souvent, c'est la période où les souvenirs reviennent, justement, l'adolescence. Et il faut les aider à parler d'abord à leurs parents, parce qu'ils ne parlent pas, ils n'ont pas dit à leurs parents. Et puis après, il y a un processus à mettre en place. Il faut aller porter plainte, etc. D'où l'importance des associations. C'est pour ça que je suis à fond derrière Fabienne. Et je lui ai dit que je lui apporterais mon aide. J'en viens à mon 3e volet, puisque je suis moi aussi victime. Forcément, c'est un sujet qui me tient à cœur, puisque je connais tout le processus. C'est l'histoire d'une petite fille de 7 ans qui tombe entre les mains d'un pédophile, connu en Martinique, un homme politique, dont je ne dirai pas le nom par respect pour ma famille, puisque c'est ma famille en plus. Hein. Et cette petite fille oublie, comme vous l'avez dit tout à l'heure, il y a une période d'amnésie, parce que vous avez un instinct de survie en fait. Un instinct de survie, vous voulez vous protéger, vous ne voulez pas que ça vous soit arrivé à vous. Vous vous dites, mais je suis une petite fille de 7 ans, qu'est-ce que j'ai fait au ciel pour que ça m'arrive à moi? Qu'est-ce que j'ai fait? Et finalement, les souvenirs me reviennent, moi, à l'âge de 16 ans, 17 ans, à peu près, cette période où je pars en France faire mes études. Souvent, on est de brillants élèves. C'est comme ça que je les repère aussi. On veut tout faire très bien. Et c'est vrai que j'ai été une brillante élève. Et les souvenirs reviennent et vous mettez beaucoup de temps à remonter. J'ai eu la chance, moi, d'être très vite, je vais dire, soutenue. Mais figurez-vous que je ne le dis à mes parents qu'à l'âge de 30 ans. Ben oui, c'est le processus. Je n'arrive à dire, à prononcer le nom de cet homme. Du parent? Du cousin, à l'âge de 30 ans. Parce qu'on a peur aussi de faire de la peine à ses parents. Et pourquoi je suis à fond dans ce combat? Parce que je porte plainte moi à 30 ans, mais il est trop tard. Oui. Parce qu'il y a une loi qui dit qu'on ne peut porter plainte que jusqu'à 28 ans. Mais aujourd'hui, la loi a été rallongée grâce au travail des associations. Oui. C'est pour ça que Rappelez-nous, le délai, ça a été de 10 ans. Donc aujourd'hui, jusqu'à l'âge de 40 ans. 40 ans après les faits, on peut dénoncer, c'est ça? 38 ans. 38 ans. Alors moi, dans mon histoire, je retrouve 2 autres victimes, ce qui me conforte finalement, parce que je me dis, ben, j'ai pas rêvé. On va porter plainte et on nous dit non, c'est fini, c'est trop tard. Et cet homme meurt sans être inquiété jamais par la justice. Donc ça fait mal. Et c'est pour ça que je veux témoigner aujourd'hui pour dire à toutes les victimes, il faut parler. Je sais que c'est difficile, je l'ai vécu. Alors, il faut parler, donc le numéro des associations, et ça, il y a des associations qui sont là pour vous écouter, pour vous entendre, pour qu'il ne soit pas trop tard, pour que quelqu'un meure, que le bourreau meure, et que ce soit trop tard, et puis vous êtes vivante. Le bourreau, il faut l'arrêter.
Il faut l'arrêter parce que il faut que les victimes se disent qu'elles ne sont jamais isolées. Le bourreau n'a jamais qu'une victime, c'est impossible. Ce sont des gens qui sont malades. Il faut vraiment les soigner, mais en tout cas les arrêter. Parce que les dégâts qu'ils peuvent faire dans une société sont énormes. Bien sûr. Et il y en a plein qui courent. Croyez-moi, il y en a plein qui courent. Et des gens, tous milieux sociaux, tous milieux sociaux, haut placés. Et ça, je crois qu'il faut le dénoncer. C'est très important. Et c'est pour ça que je suis là. Et croyez-moi, c'est pas facile. Ben, merci beaucoup, merci. J'imagine que c'est pas facile. Le numéro de téléphone de l'AMVI pour les personnes qui nous écoutent. On a un portable qui est le 06 96 52 06 96 52 11 50 12 11. Déjà, ils n'ont pas compris le bic. C'est aussi le numéro grâce auquel les gens peuvent nous contacter pour pouvoir s'inscrire au groupe de parole du samedi de 14 à 16. Alors attendez, tous les samedis, nous tenons un groupe de parole à l'UAD, une unité anxiété-dépression, un espace qui nous a été prêté par le CHU de Fort-de-France. Donc tous les samedis, nous avons un local mis à notre disposition pendant à l'hôpital de la Ménard. Oui. Au premier étage. Voilà, au 1C. Et c'est un endroit où chacune d'entre nous, je crois, est en sécurité, est enfin écoutée, et c'est souvent et qui s'inscrit dans une démarche globale, c'est-à-dire qu'on ne va pas au groupe de parole juste pour un groupe de parole et puis s'entendre parler ou entendre les autres. Ce sont des démarches personnelles qui sont très fortes, très intenses, où chacun raconte son vécu. Il n'attend pas forcément des solutions, mais c'est le mouvement d'ensemble, les témoignages des autres qui nous font parfois des déclics. On n'a pas forcément les mots qui nous viennent face au psychologue, et quand on en parle ou quand on entend les autres en parler, on a des souvenirs qui nous reviennent. On se sent vraiment aimé. C'est comme si on avait une deuxième famille avec des gens qui savent qu'ils ne sont plus tout seuls, que leur parole est vraie, quoi. Leur parole est entendue. Que ça a du sens, ça parle à quelqu'un. Et quels que soient les traumas qu'on a vécus, que ce soit l'inceste, le viol en tant qu'adulte, les maltraitances au niveau du couple, qui sont souvent difficiles à faire reconnaître parce que voilà, on ne parle pas. Mais en dehors de ces périodes de déni dont on a parlé tout à l'heure, il y a aussi cette période de honte, où même quand on a conscience de ce qui s'est passé, on a beaucoup de difficultés à en parler, et même quand on en parle, le rejet qui est souvent la seule réponse qu'on ait est difficile à supporter. On se remet en question, on est déjà au fond du trou, on a déjà le courage d'aller vers, et souvent on se fait rejeter. Donc ces associations, ce sont vraiment des espaces de liberté où les gens peuvent venir en toute sécurité, nous dire voilà, je ne suis pas bien. On a des niveaux différents dans notre progression, et c'est vraiment essentiel. C'est la première association martiniquaise de victimes, et quand j'y suis entrée, franchement, ça me semblait évident que ça existait déjà. Eh ben non. Et c'est dramatique. Il y a combien de temps? Il n'y a que 6 mois. C'est effarant de savoir qu'à côté de toute cette souffrance, il n'y avait pas un lieu, une unité, où les gens pourraient, en dehors du système médical, pouvoir se retrouver. Et donc j'y suis allée, pas victime d'inceste, certes, victime d'un gros malade, Père Bernard Sissi, qui a essayé de me détruire. Alors comment il est estampillé? Comment on les reconnaît? Est-ce qu'il faut... Au départ, je les ai pas, on n'a pas identifié. C'est notre parcours qui fait que maintenant, bon, si j'en vois un, je vais m'en méfier. Le premier, j'ai pris 12 ans avant de comprendre. Donc j'ai ces 12 ans de torture, où vous sortez de là complètement anéanti, où vous n'en sortez pas. J'avais 3 enfants, donc il fallait que je m'en sorte. Donc, mais quand tu dis torture, tu dis quoi? Il te bat, il te frappe? J'ai eu des violences physiques avant mariage, mais le climat de terreur est tel que finalement tu vas dans le mariage, tu vas dans tout parce que tu as peur de perdre tes enfants. La pression est telle que tu es moins qu'une bonne dans une maison. Je n'avais pas de papier. C'était une horreur, quoi. C'est ce qu'on décrit comme l'esclavage en Martinique. En
en Martinique. 2014, Pendant 12 ans, tu restes avec quelqu'un parce que on te dit que tu es, excuse-moi l'expression, une sous-merde, que tu vaux pas mieux qu'une bonne parce que tu n'es même pas attirante. Que, voilà, mes seuls dialogues étaient des dialogues avec des enfants en bas âge. Donc après, sortir de là et dire, aller s'exprimer, dire à des gens, écoutez-moi, je suis en train de me noyer, je n'arrivais pas à articuler. Mais Nathalie, tu as des parents en Martinique, tu as des cousines, parents, tu as des sœurs et frères. C'est difficile. En fait, les pervers narcissiques sont des personnes qui, comment dire, déjà sont souvent très intelligentes, charmantes, et en fait, ton aveu, ton témoignage n'a presque pas de poids parce qu'on ne comprend pas ce que tu dis. La personne en société... La représentation de cette personne. Moi aussi, c'était une personne publique. Donc, en fait, mon dilemme, c'était de ne pas... Ils se cachent derrière cette image-là. Et ce sont des personnes qui, en fait, quand on les met en balance par rapport à l'être humain normal que vous êtes, on dit, mais c'est pas possible. Pas lui. Pas lui. Donc, tu te bats contre toi, tu te bats contre la personne, tu te bats contre la société, et à un moment, c'est épuisant. Donc, tous ces espaces qu'on leur offre, c'est vraiment un endroit où on se relâche, on dit oui, on vous écoute, oui, on vous aime, on comprend, on vous croit, et qu'est-ce qu'on peut faire pour vous? Et à côté de ça, il y a d'autres démarches à faire. C'est sûr qu'il y a des séquelles, donc il faut se prendre en charge, il faut avoir envie d'affronter ce qu'on a vécu, il faut avoir envie d'avancer, de s'en sortir pour nous, et puis c'est aussi le meilleur moyen d'arrêter le système pervers et puis de protéger nos enfants. La personne qui a fait ça quand nous on avait 6 ans, ou mon ex-mari qui l'a fait quand j'avais 20 ans, il va recommencer après. Donc il faut arrêter, il faut dénoncer, il faut dire que non, nos enfants on n'en veut pas. J'en ai parlé à mes filles assez tard parce que Attends, il y a on quelqu'un au téléphone. Oui, bonjour. Allô? Oui, bonjour. Bonjour, monsieur. Bonjour, madame, votre émission. Allô? Oui, bonjour. Vous m'entendez? Très bien, monsieur. Vous nous appelez d'où? Je m'appelle du Lamentin. Oui, Karine. Oui. Voilà, votre émission m'intéresse beaucoup. Et vous souhaitez parler à madame Mousseau. Elle vous écoute. Madame Mousseau, bonjour. Bonjour, monsieur. Pourquoi avoir attendu aussi longtemps pour dénoncer votre parent? Parce que si vous voulez, c'est comme on l'expliquait tout à l'heure avec les associations et tous les médecins qui ont pu travailler là-dessus. C'est vrai que quand vous êtes enfant, vous avez déjà une période d'amnésie, d'oubli total, et puis les souvenirs reviennent. Et puis après, quand c'est quelqu'un de très important, vous mettez du temps à finalement prendre le risque de briser une famille, de briser une carrière, de briser beaucoup de choses autour de vous, de faire de la peine aux gens qui vous aiment et que vous aimez aussi. C'est ça si vous voulez Je suis pas d'accord. Attends, comment? Allô? Oui, attendez, je vous entends monsieur. toujours. Monsieur, il y a un souci. Oui. Il faut éteindre votre poste de télévision chez vous et nous parler au téléphone. Et voilà, ça y est. Voilà, ça c'est possible parce que je m'entends chez vous. D'accord. Alors je vous disais, vous parlez de parents qui aiment. Ce parent ne vous aime pas pour avoir agi d'une telle façon avec vous, avec cette petite nièce. Non, mais je parlais pas de la personne en question qui, à mon avis, ce sont pas des gens qui peuvent... Enfin, j'en sais rien, je suis pas médecin. Mais je vous parle de tous les gens qui vous aiment, vos parents à vous, autour, votre père, votre mère, vos soeurs, vos frères, vos cousins, vos cousines. C'est de cela dont je parle. Mais c'est comme ça, mais on s'en fout de tous ces parents. Bon, écoutez monsieur, on vous remercie. On vous remercie, donc on va avancer parce que merci de raccrocher et d'autres personnes interviennent. Je peux répondre. Je voudrais intervenir pour rappeler le combat de SVS. Oui. Nous avons 2 sénatrices, Madame Muguette Dini et Madame Chantal Chouanneau, qui se battent pour l'imprescriptibilité, c'est-à-dire qu'on ne veut plus. Pourquoi? On a constaté que les victimes ne peuvent pas parler.
des spécialistes en psychotrauma, le docteur Sigvard, le professeur GL explique très bien ces mécanismes-là. Ce n'est pas personnel à madame, toutes les victimes réagissent ainsi. Elles ne peuvent pas parler et cela met du temps. On parle d'amnésie post-traumatique. C'est quelque chose qui a été étudié par des spécialistes. D'accord? Et notre association s'est battue pour obtenir l'imprescriptibilité parce qu'on sait qu'il faut du temps pour dénouer tous ces mécanismes-là. Et donc, on demande à ce que les victimes aient ce temps pour pouvoir porter plainte. Voilà. Donc, ce n'est pas spécifique à madame, c'est spécifique à toutes les victimes. C'est un fonctionnement. Ça donne une réponse. Mais ça donne une réponse au monsieur. Oui, Sotan? Et je voudrais répondre aussi à monsieur par rapport à mon expérience personnelle. Je n'ai jamais été violée, mais j'étais victime de menaces de tous les jours pour aller me faire tuer. Si je ne travaille pas, on allait me tuer. Et j'étais sous menace d'un génocide. Et une fois qu'on a terminé cette période, on n'a envie qu'une seule chose. On a envie d'oublier d'abord pour se reconstruire. Parce qu'on est démunis de tout. On est une mort déjà. On est mort. Et puis le petit brin de vie qu'on essaye de faire en sorte pour que ça existe et pour que ça devienne un être normal, parce qu'on sent même qu'on n'est plus un être normal. Et ça, il faut du temps, il faut 30 ans. Moi, je fais mon film, j'accepte de parler 35 ans après. 35 ans après. Et alors que vous n'êtes plus dans le pays, que vous avez quitté le pays. Et en plus, je ne suis plus dans le pays. Si j'étais dans le pays, il y a beaucoup de personnes qui sont dans le pays, dans le Dieu, ils n'osent même pas parler encore. Bien sûr. Voilà. Bien sûr. Et pour rejoindre Nathalie, vous avez dit comment on distingue le pervers narcissique. Moi, je retrouve ça chez un dictateur. Je crois un dictateur pour un régime totalitaire ou un dictateur au sein de la famille. On se bat, nous, pour 3 choses. C'est-à-dire, souvent, il nous rend pauvres. Il ne veut pas qu'on ait des moyens pour manger. Il nous rend faim, par exemple. Le fait que vous avez faim, vous luttez tellement pour travailler dur, pour gagner peu, vous n'avez pas le temps de lutter contre leur mal. 2, il vous rend ignorant. L'absence d'éducation, vous ne connaissez pas vos droits, donc vous pensez que c'est votre droit de vivre comme ça. Voilà. Et il vous menace, il vous rend peur. Bien sûr, la peur, la faim et l'ignorance. Voilà. La peur, si vous révoltez, vous êtes menacé de mort. Oui, et puis vous n'avez pas vos enfants. Voilà. Donc, ça rejoint au même système. Et attention aux victimes, si vous sentez que vous êtes en train d'entendre quelqu'un qui vous dit vous êtes rien du tout, vous êtes... voilà, il vous méprise. Mais comment on fait pour rester 12 ans? Je suis là pour vous aider. C'est faux. Ce qui est très très long. Au début, la personne, de la même manière qu'elle peut séduire l'entourage, vous séduit vous aussi par ses belles manières, le fait qu'il vous rassure, qu'il vous mette en valeur, et vous y entrez parce qu'il repère aussi des personnes qui sont particulièrement sensibles, des personnes qui sont a priori pas forcément fragiles, non. Des personnes au grand cœur, voilà, des personnes aimables, empathiques, et vraiment qui donneraient tout et qui se battent pour que les autres aillent mieux qu'eux-mêmes en général. Et juste pour dire que le pervers narcissique a besoin de se nourrir. Oui, donc il faut que sa victime soit quelqu'un de riche émotionnellement, qui soit généreux, de lumineux. Et il va se nourrir, il va se greffer sur cette personne et se nourrir d'elle. Voilà. Et son plaisir, c'est de vous anéantir. Par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure, c'est vrai que je pense aussi qu'en plus, nous, en Martinique, on a une culture, je vais dire, du non-dit. Voilà. Tout à fait. On va raconter ça. Ah, il ne faut pas parler de ça. Surtout, ne raconte pas ça. Et c'est vrai que cette culture du non-dit favorise le fait qu'on ne parle pas. Parce que
quand vous dites une petite chose à vos parents, etc., c'est ouais, pas la peine de parler de ça. ça, on va pas parler de ça, toute la famille, etc. Vous dites voir si je le dis. Donc c'est vrai que il faut qu'on lutte contre ça. Il faut libérer la parole en fait. L'omerta, le temps avance et tu n'as pas donné l'adresse. Non, l'adresse, il y a une enquête. Oui, alors ce que j'aimerais dire qui est très important, le site de l'association Stop aux violences sexuelles, c'est un site qui est très riche. C'est vraiment, les médecins ont tout fait pour partager tout leur savoir, pour aider les victimes, tant du point de vue juridique que médical. Donc c'est vraiment un site, il faut vraiment y aller, on tape Stop aux violences sexuelles, et là en un seul mot. Et là, on a vraiment de nombreuses données qui peuvent vraiment aider, faire comprendre différents mécanismes. On peut comprendre le déni. Vraiment, on a tout sur ce site. Hein. Et puis, c'est aussi un site qui est en anglais. On peut le trouver aussi en anglais. Alors, je redis une chose qui est importante. Cette association porte un projet de santé publique. Donc, premier axe, c'est l'enquête épidémiologique. Donc, alors, pour répondre à cette enquête épidémiologique, c'est études.svs@gmail.com. Donc, vous pouvez études.svs@gmail.com. Donc, vous pouvez écrire et dire que vous voulez participer à cette étude. Vous pouvez aussi vous rendre sur le site et directement avoir accès à votre inscription pour cette étude épidémiologique. Donc c'est études.svs@gmail.com. C'est très important. C'est très important parce que ça va nous permettre d'avoir des moyens de vous aider. C'est vraiment très important. Ça va permettre aussi d'avoir peut-être une mesure du problème, du phénomène, des dégâts, de l'ampleur du phénomène, de l'ampleur. Et là, c'est complètement anonyme. C'est complètement anonyme et sécurisé. Vous allez avoir un code sur votre portable et vraiment personne. Tout est fait vraiment pour rassurer. Parce que le problème, quand on a été victime, c'est qu'on sent encore cette peur qui nous entoure, nous enveloppe. Et on a besoin que ce soit à l'UAD, l'unité anxiété et dépression, où tout est fait par Madame Fabienne Sainte-Rose, pour que les personnes qui sont victimes puissent se sentir en sécurité. C'est vraiment le maître mot. Hein. Et Nathalie, quand elle envoie ses petits messages, tout est fait pour rassurer et permettre d'être en sécurité. Bon, ben, j'espère que Nicole nous entendra et puis qu'elle fera la démarche parce qu'elle m'a appelée, mais elle a peur. Donc, j'espère qu'elle fera la démarche. Saïd Sotan, non. Rochane. Rochane. C'est joli. Toi aussi, tu as une association. Et qu'est-ce que fait ton association? Oui, je défends les enfants parce que les enfants sont vraiment la proie de tous les problèmes. De toutes sortes de problèmes, et après cette guerre, les enfants de l'époque qui sont devenus parents, eh ben, ils n'ont plus aucun repère, et du coup aujourd'hui, il y a beaucoup d'enfants abandonnés qui se retrouvent dans les rues. Ils se retrouvent, bien sûr, livrés à la proie de la nouvelle guerre, qui est la prostitution, la pédophilie, le banditisme, tout ça. Donc, mon association s'appelle Association pour la conservation de l'art et de la culture. Donc, tous ces enfants viennent pour apprendre leur culture ancestrale, parce qu'ils sont arrivés avec la haine de la société, et en apprenant de l'art, l'histoire de leur pays qui possède une grande culture, une grande civilisation, ils deviennent fiers d'être des enfants cambodgiens, et que tout ce qui se passe avec la guerre, avec la violence, ce n'est pas une fatalité. Ça vient pas de notre origine ou quoi que ce soit. C'est la guerre qu'ils nous ont imposée. Bien sûr. Voilà. Et cette association, elle est à Paris. Elle est à Paris, et aussi
Au Cambodge. D'accord. On fait une liaison comme ça. Donc c'est pour vous donner voilà, un exemple du combat qu'après avoir vécu une enfance très injuste par rapport à la société, on veut les défendre aussi parce qu'on connaît la clé. D'accord. Il faut les dénoncer aussi. D'accord. Alors, l'émission arrive à sa fin, malheureusement. Donc, le mot de la fin, on va faire un tour de table rapidement, en 2 secondes. Qu'est-ce que tu nous dis, Karine? Eh ben, je dis que je suis pleine d'espoir hein, parce que ces associations se sont créées, enfin. Que je continuerai à les aider à ma façon. Et puis, hommes politiques, femmes politiques, levons-nous. Et puis, c'est un de nos combats. Il y en a d'autres, mais celui-là est important parce que les enfants deviennent les adultes de demain et c'est notre société qu'on est en train de soigner. D'accord. C'est très important. Merci beaucoup, Karine. Roxane, oui. Le mot de la fin, qu'est-ce que tu dis? Je voudrais dire que le peuple de nos jours, donc sur Terre, est opprimé encore et il faut se battre pour s'en sortir. Les dictateurs existent encore, il faut les dénoncer, il faut les combattre. Voilà. Ils sont souvent masqués parce qu'on croit que ça n'existe plus. Oui, ça existe. On vit encore comme si on était au 19e siècle. L'esclavage, il y en a partout aujourd'hui. Merci. Alors, Nathalie, rapidement, Yannick. Je rejoins leur témoignage et vraiment, il ne faut pas hésiter à parler. À dénoncer, à nous finir, et puis ça, on parle, on dit, vraiment, on dit. Les choses commencent à bouger et j'en suis très fière. Redonne le téléphone. 06 96 50 12 11. 50 12 11. L'AMVI. L'AMVI, A-M-V-I, association. Association Mille et une victimes d'inceste. Voilà. Je veux rappeler que les victimes peuvent se réparer. Et ce message est très important et nous pouvons mettre en place des processus de réparation très courts avec des équipes multidisciplinaires. C'est vraiment ça. Soyez sûrs d'une chose, ne rentrez pas dans des processus de chronicisation. Parlez, dites les choses, voyez votre médecin, rapprochez-vous des associations. Je vous laisse le numéro de téléphone de SVS, le 06 96 10 11 64. Nous avons besoin de vous pour avancer, nous avons besoin de votre témoignage pour pouvoir éradiquer ce mal. Et si vous ne dénoncez pas, vous êtes complice. Faites attention. Oui. Merci beaucoup. Merci, mesdames. Merci à tous ceux qui m'ont aidé. Merci à réaliser cette émission. Merci aux téléspectateurs. Merci à ceux qui nous écoutent. Et nous, on se retrouve vendredi après-midi. C'est à nous, mais c'est pas comme ça qu'a fait. Bye bye. À bientôt. Au revoir.